On va recommencer tout à zéro, parce que sans le son, ça sert à rien. Donc bonjour à tous. On commence à 20 minutes de retard puisque du coup bah, j'ai raté. J'ai pas mis le son. En fait il déconne, je sais pas pourquoi, d'habitude il marche, mais là il marche pas. Ok. Alors, bienvenue à tous. Donc, aujourd'hui, on parle de mesure du temps, comment on fait pour mesurer le temps. Hop, je vais mettre là. Hop. Donc l'idée c'est que on va voir les différentes mesures du temps au cours de l'âge. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on en fait, quel est l'intérêt, comment sont les principes derrière ces mesures du temps. Donc, le premier truc qu'on a envie de mettre pour faire la mesure du temps, ce serait éteindre maintenant, de quoi il me parle? Non, c'est bon. Le premier truc qu'on voudrait mettre, c'est le calendrier, le cadran solaire. Le cadran solaire. Mais moi, je mettrais quelque chose avant. C'est-à-dire que avant d'utiliser le cadran solaire, qui est une invention humaine, on a utilisé des choses qui n'étaient pas une invention humaine, c'est-à-dire qu'on a utilisé des... on a utilisé... ouais, c'est mieux. Des trucs de la nature, c'est-à-dire en fait le soleil. Avant même d'avoir des cadrans, on utilisait le soleil, c'est-à-dire que vous savez forcément que quand le soleil se lève, bah, c'est le début de la journée, et quand le soleil est au zénith, c'est que c'est le milieu de la journée, quand le soleil se couche, c'est la fin de la journée, et ça vous marque la journée. Donc ça, c'est le premier instrument que l'homme utilise comme mesure du temps, c'est le soleil. Après, en vrai, il y a, une deuxième, il y a une deuxième façon qu'on a fait pour mesurer le temps qui passait. Alors, bon, il y a les saisons pour le temps qui passe au cours d'une année, et il y a aussi, en fait, un des premiers calendriers qui existait, c'était le calendrier lunaire. Alors, vous savez peut-être que la Lune enfin, j'espère que vous savez que la Lune change. Chaque nuit, elle n'est pas la même. Des fois, c'est la pleine Lune, des fois, c'est la nouvelle Lune, des fois, c'est un quart de Lune, des fois, voilà. Et donc, ça met 28 jours à faire un cycle. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y avait des calendriers de 28 jours, les calendriers lunaires. Et donc, on savait que, en gros, du coup, ça faisait l'équivalent de un mois. Au bout de 28 jours, on avait fait un cycle. Et donc, en regardant les phases de la Lune, on pouvait savoir de quel jour on était dans le cycle. Donc ça, c'est la première chose. Mais du coup, ça, c'est des inventions qui ne sont pas des inventions humaines, mais c'est quand même utilisation de la nature pour mesurer le temps. Alors maintenant, du coup, le calendrier solaire, le cadran solaire, en gros, comment ça fonctionne, sur quel principe? Vous savez que la Terre tourne autour du Soleil. Ça n'a aucun rapport. C'est pas le fait que la Terre tourne autour du Soleil, c'est le fait que la Terre tourne sur elle-même. Donc là, vous avez la Terre, là, vous avez le Soleil, c'est pas du tout à l'échelle, bien sûr. Hop, le Soleil qui envoie des rayons. Pas du tout à l'échelle, le Soleil est beaucoup plus gros, mais il est loin. Et il est beaucoup plus loin. Donc si vous êtes ici, c'est la nuit. Vous voyez bien que le soleil, il peut pas éclairer, donc c'est la nuit. Si vous arrivez ici, là c'est le début du jour, ok? Parce que disons que la Terre tourne comme ça. On pourrait se placer dans l'autre sens, ça c'est pareil. Là, si vous arrivez ici, donc là il commence à y avoir des rayons, c'est les premiers rayons du soleil qui arrivent, ici là. Donc ça c'est le début de la journée. Donc ça c'est le début de la journée. Donc là la Terre tourne, donc maintenant vous êtes ici. Donc là vous allez avoir des rayons qui sont un peu différents, ils sont orientés différemment, donc ils vont projeter une ombre qui est différente. Et ainsi de suite. Quand vous êtes ici, là, votre ombre, votre soleil il tape le plus perpendiculaire que ce soit possible. Donc vous allez avoir des rayons, des ombres qui vont être les plus petites possibles. Et après, ça va réaugmenter la taille de l'ombre, mais elle va être projetée de l'autre côté. Donc en gros, sur un cadran solaire, ce qui se passe, c'est que si vous avez votre cadran solaire qui est comme ça, vous mettez un petit bâton ici, là. Et du coup, vous avez mis votre cadran solaire de telle façon que, au tout début du matin, l'ombre projetée, elle est très grande, elle va être par là. Et donc là, hop, là ici, c'est pas très bien dessiné. Ici, vous mettez l'heure de lever du soleil, par exemple, je sais pas, à 5h du matin. Et puis, au fur et à mesure de la journée, que la journée avance, là, vous allez avoir une ombre qui est plus petite, et projetée moins loin, et projetée ici. Donc ça va correspondre à 10 heures, par exemple. Et quand vous êtes ici, là, peut-être l'ombre, elle va pas exister, ou alors elle va être petite, ça va dépendre de si vous êtes sur l'équateur, ou si vous êtes... ça dépend de votre latitude, quoi. Et ainsi de suite, là, l'ombre, elle va réaugmenter.
et puis réaugmenter encore, et donc là, ça va correspondre, donc à chaque fois, vous avez des graduations pour les différentes heures. Donc ça, c'est le cadran solaire. Alors, c'est pratique, ça n'empêche que c'est pas très précis. Parce que c'est une précision à l'heure près, à la demi-heure près maximum s'ils sont bien, enfin ça va dépendre de votre cadran solaire, mais c'est pas une très bonne précision. Donc ça, c'est le cadran. Alors il y a le gnomon qui est un peu sur le même principe, je vais pas en parler, c'est la même chose. Donc je vais parler du suivant, du prochaine façon de mesurer le temps. Alors ça va être une façon de mesurer un peu différente. Ça a été inventé par les Égyptiens en 1600 avant Jésus-Christ, donc ça date quand même d'il y a 3600 ans. Et donc ça consiste, c'est ce qu'on appelle une clepsydre. Alors ce clepsydre, ça s'écrit comme ça. Alors ça vient du grec. Klep, c'est même racine que kleptomane, c'est-à-dire qui vole, voler. Et hydre, c'est l'eau. Donc en fait, c'est quand on vole l'eau. Donc en gros, si je regarde le dessin, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Alors attendez, je vais baisser ça, hop, on va grossir un peu. Donc là, bon, vous voyez, c'est écrit en grec parce que ça, c'est des vrais d'époque. Hein. Celle-là, c'est photos. Alors la photo date pas d'époque, mais ce genre de cette clepsydre là, elle date de l'époque. C'est pour ça que ça, c'est du grec. Donc en gros, ça consiste en quoi? Le modèle de base, c'est deux récipients, un qui est percé ici, et donc on remplit d'eau au départ, et qui va se vider dans le second récipient. Et ce second récipient, il y a des graduations dessus. Et donc sur les graduations, à chaque graduation, ça va correspondre entre deux graduations, par exemple à 1 minute. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire comme graduation. Mais donc du coup, il va y avoir 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et si vous comptez, il s'est passé 5 graduations, bah, ça veut dire qu'il s'est passé 5 minutes. Donc ça, contrairement au cadran solaire qui lui indique l'heure de la journée, du coup la clepsydre, elle, c'est pas tant une horloge qu'un chronomètre. C'est-à-dire que vous déclenchez le chronomètre dès que vous ouvrez ici, là, hop, là vous avez déclenché le chronomètre, donc quand l'eau commence à couler, et puis vous mesurez le temps qui s'est écoulé depuis que vous avez commencé à lancer le chronomètre. Ça, notamment, ça servait, par exemple, en Grèce antique, quand ils faisaient des débats en politique, ils faisaient des débats, et ils voulaient avoir un temps limité pour chacun, pour pas qu'il y ait quelqu'un qui monopolise la parole et qui empêche les autres de parler. Donc ils avaient le droit, je sais pas à combien de temps c'était, peut-être 5 minutes, je sais plus combien, j'ai jamais su, un certain temps, ils avaient le droit à parler un certain temps, et puis après c'était au suivant. Ils ne pouvaient pas parler autant de temps qu'ils voulaient. Et donc du coup, ils avaient ce chronomètre-là. Alors, en fait, les Grecs, ils n'utilisaient pas forcément celui-là, alors peut-être au début, mais ils ont utilisé une version un peu améliorée, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que... alors, je vais vous l'expliquer avec le schéma, ce sera plus simple. Hop, le schéma qui est ici. Donc du coup, là, vous avez... Ça, c'est... Hop, là. Je sais pas... Ok, ouais, c'est comme ça. Là, ce qui se passe, c'est que ça, si vous oubliez la partie, cette partie-là, là, et que vous regardez que cette partie-là, avec les réservoirs B et C, ça c'est le modèle dont je viens de parler. C'est-à-dire que vous avez un réservoir B qui se vide dans un réservoir C, et du coup, au fur et à mesure, là, il y a des graduations qui montent le temps. En fait, ce qui se passe, c'est que la mécanique des fluides dit que la pression, l'eau qui va s'écouler là, le débit c'est le volume d'eau par seconde. Donc combien de litres par seconde ça va évacuer. Bah, du coup, ce volume-là, il va dépendre de la hauteur qui est ici. Pour faire simple, c'est pas très compliqué. Si vous avez une très grande hauteur, ça veut dire que vous avez beaucoup d'eau au-dessus qui appuie. Et si vous appuyez, bah, du coup, ça va sortir plus vite. Alors que si vous avez une très faible hauteur d'eau, bah, du coup, il n'y a pas grand-chose qui appuie dessus et ça va couler moins vite. Donc, ce qui fait que ça va couler moins vite, bah, du coup, votre débit, il n'est pas le même. Donc, si votre débit n'est pas le même, les graduations, bah, du coup, l'eau ne va pas mettre autant de temps à aller d'une graduation à l'autre. Donc, vous avez un problème. C'est-à-dire que votre truc n'est pas précis. C'est comme si votre chronomètre, bah, il y avait des moments où une seconde, ça mettait une seconde, mais l'autre moment, une seconde, c'était une seconde et demie. C'est un problème, ça. Donc pour améliorer ça, ils ont mis un premier réservoir en amont. Donc ce réservoir, c'est un très grand réservoir, et qui là va couler dans le réservoir B, et il va couler suffisamment vite pour couler plus vite que celui-là. Donc ça veut dire que ce réservoir B, en fait, là, il se remplit. Sauf qu'en fait, il est déjà plein. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, il va se vider ici du surplus. Donc ça permet d'avoir ce réservoir A, il permet au réservoir B de toujours être à ce niveau-là, à cette hauteur-là. Et comme vous avez une hauteur d'eau qui est toujours la même, bah du coup, vous allez avoir ici un débit qui est constant.
Donc si vous avez un débit qui est constant, bah, du coup là, les graduations, l'eau elle mettra toujours le même temps à faire une graduation, quel que soit le moment, et ça dépendra plus du réservoir V, puisque lui sera toujours le même en fait. Et donc ça permet d'avoir une mesure qui est beaucoup plus précise. Et en fait, comme je dis, on veut... Ah, il faut que je relance mon truc, là il l'a perdu, hop, donc je reviens, 30 secondes. Ouais, il faut que je trouve un truc qui marche mieux que ça, mais pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. Hop. Alors, il veut pas. Donc on va le quitter. On va le lancer. Donc du coup, ça nous permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus précis. Et en fait, on va voir que tout le but des différentes inventions successives c'est d'améliorer la précision des différentes appareils de mesure. Pour atteindre, on va voir à la fin, des précisions qui sont mais, gigantesques. Donc ça, c'est... alors du coup, je t'ai allé en arrière. Hop. Donc ça, c'est ce que j'avais à dire pour la clepsydre. Juste une dernière chose, c'est que comme je vous ai dit que la clepsydre, c'était un truc qui tenait plutôt du chronomètre plus que de l'horloge, bah du coup, les Romains, eux, ils ont adapté ce système-là pour en faire une horloge. Et donc en fait, c'est ce que ça a donné l'horloge à eau. Donc l'horloge à eau, elle est là. Hop, ça c'est le principe de l'horloge à eau. Donc sur le même principe que tout à l'heure, vous avez un réservoir ici qui correspond à notre réservoir B du schéma d'avant. Donc ce réservoir ici, donc il est rempli par une autre source, ça peut être une rivière, n'importe quoi, ou notre gros réservoir. Et il est rempli ici, là, avec ici un échappement, pareil, pour que le niveau d'eau soit toujours le même. Votre niveau d'eau doit toujours être le même, donc du coup, hop, un échappement ici. Et du coup, lui, il se vide de façon constante dans ce réservoir-là. Et ce réservoir, donc le niveau de l'eau monte au fur et à mesure de la journée, puisque du coup là c'est un écoulement, alors l'écoulement est très faible, hein, pour que du coup ça monte lentement, par rapport à la taille du réservoir. Et donc du coup là il y a un flotteur qui du coup pousse ce bâton là, relié à une roue dentée, qui va faire tourner l'aiguille des heures. Et donc en fait, au début de la journée vous avez un réservoir qui est vide, donc ça indique une heure ici, et au fur et à mesure de la journée, votre réservoir se remplit, et donc du coup là, le bâton cranté, il va pousser va faire tourner cette horloge, cette roue crantée, et du coup ça va faire tourner les aiguilles, enfin l'aiguille, puisqu'il n'y a qu'une aiguille sur celle-là. Et donc cette aiguille, elle va tourner de façon constante, puisque vous avez un niveau de l'eau qui monte de façon constante, puisque vous avez un débit qui est constant. Et donc du coup, bah, vous avez l'heure qui défile comme ça, et à la fin de la journée, bah, il faut vider le réservoir. On vide le réservoir, et on peut recommencer la journée. Et donc ça, c'est l'horloge à eau, ça a été inventé par les Romains. L'inconvénient de ça, et de la clepsydre avant, c'est que c'est pas très précis, et donc du coup, ça peut se décaler dans le temps, et donc en général, il faut essayer de les resynchroniser avec des cadrans solaires assez régulièrement. Donc c'est assez contraignant quand même de devoir utiliser un truc d'avant, un cadran solaire qui est censé être moins précis, tous les jours pour pouvoir le recalibrer en fait. Donc du coup, entre-temps, on a inventé ce qu'on appelle le pendule, l'horloge, alors pas pendule, puisque du coup je voulais pas parler de ça, d'abord l'horloge à fiole, je sais plus comment ça s'appelle ce truc, faudra que je revoie, mais j'ai oublié. Donc du coup, hop, on efface clepsydre, hop, et... Donc du coup, comment ça fonctionne une horloge? Alors il y a plusieurs systèmes d'horloge. Le premier système qui a été inventé, qui n'était pas très performant, c'est, vous avez une roue qui est crantée comme ça, hop. Hop, une roue crantée, qui est reliée à, comme tout à l'heure, un bâton qui est cranté comme ça, au bout duquel il y a une masse. Donc votre bâton là, ici, il tombe, avec la masse. La masse l'entraîne vers le bas. Alors ce qui se passe, c'est que vous savez que au cours d'une chute, la gravité fait que ça accélère, ça va de plus en plus vite. Or, nous, ce qu'on veut pour pouvoir mesurer le temps, comme on l'a vu dans
le cas de la clepsydre et de l'horloge à eau, on veut que ce soit un truc constant. Sinon, on ne peut pas mesurer le temps facilement. Donc pour que ce soit un truc constant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un système qu'on appelle d'échappement. C'est-à-dire que l'excès d'énergie due à la gravité, on va le faire s'échapper dans un autre système. Et donc ce système ici, là, c'est un système à abattement comme ça. Vous avez un truc sur un axe comme ça, qui va tourner. Il va tourner dans les deux sens. Et donc en fait, vous avez un système. Alors j'ai pas pris le, j'ai pas fait le. Je croyais l'avoir téléchargé, mais j'ai pas téléchargé d'image à propos de ça. Non. Donc du coup, on fera ça. Donc du coup, votre système là, il fait que ça tourne comme ça. Ça tourne un petit peu dans un sens, ça tourne un peu dans l'autre, ça tourne un petit peu dans un sens, ça tourne un peu dans l'autre. Et donc votre truc, il fait que des allers-retours comme ça. Mais ça consomme de l'énergie, c'est-à-dire que vous l'accélérez dans un sens, puis après il faut le freiner, et il faut le refaire partir dans l'autre sens, puis après il faut le freiner, l'accélérer dans l'autre sens, freiner. Donc ça consomme de l'énergie. Donc cette énergie qui est consommée, ça fait que là, votre solide ici, il va tomber, lui, mais très vite, il va se mettre à tomber à vitesse constante. Et donc là, ça va devenir intéressant, parce qu'une fois qu'il tombe à vitesse constante, ça veut dire qu'il entraîne la roue dentée ici à vitesse constante. Et une fois que vous savez que votre roue dentée entraîne à vitesse constante, alors vous n'avez plus qu'à la relier avec un cadran et des aiguilles. Hop, une aiguille ici, dans un cadran, avec l'heure ici, là. Et donc ça, c'est votre horloge. Donc là, vous avez une horloge à échappement. C'est les premières qui ont été inventées, je crois que ça c'est le 17e siècle, un truc comme ça. Ou peut-être même un petit peu avant, mais je crois que c'était le 17e. Peut-être 16e, pas plus. Bon, bah du coup, ça c'est la première technologie, mais c'est vraiment pas très précis. Ça donne des mesures de temps qui sont approximatives, qui sont, à l'époque on trouve ça génial, mais en fait, très vite on va trouver bien mieux. On va trouver bien mieux avec le phénomène de pendule. Donc en gros, hop, je vais réeffacer. Je réefface tout. Hop. Le système de pendule, comment ça marche? Alors déjà, avant de parler de l'horloge à pendule, on va voir ce que c'est que le pendule et qu'est-ce qui se passe. Donc un pendule, c'est quelque chose de tout simple. C'est un fil qui est accroché quelque part. Ah, un fil qui est accroché comme ça. Et au bout, il y a une masse ici. Donc là, votre truc, il est accroché à un mur, à une poutre, à ce que vous voulez. Et votre masse qui est là, par gravité, elle va aller dans ce sens-là. Mais après, une fois qu'elle sera arrivée ici, hop, elle va repartir dans l'autre sens. Et donc, elle fait un mouvement de va-et-vient comme ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un phénomène périodique. C'est-à-dire que c'est l'oscillation qui est là, on va droite, on va aller-retour, de façon périodique. Et en fait, c'est Galilée qui a remarqué que l'aller-retour, si vous prenez un pendule donné, c'est-à-dire avec une masse donnée et une longueur de corde donnée, votre pendule va faire des allers-retours toujours au même temps. C'est-à-dire que ça va lui prendre, je sais pas, je dis au hasard, ça dépendra du pendule, une seconde pour faire l'aller-retour. Et du coup, que vous commenciez ici ou que vous commenciez là, ça va prendre une seconde pour faire l'aller-retour. Une seconde. Et d'ailleurs, au fur et à mesure du temps, vous savez qu'avec les frottements, tout ça, ça va perdre un petit peu d'énergie. Et donc du coup, les oscillations, elles vont se réduire. Mais le temps sera toujours le même, donc une seconde. Donc il a mesuré ça. En fait, dans les faits, ce qui se passe, c'est que ça dépend même pas vraiment de la masse qu'il y a ici. Ça dépend juste, en première approximation, de la longueur du pendule en fait. Donc si vous prenez un pendule qui est plus petit, il va osciller plus vite. Si vous prenez un pendule qui est plus grand, il va osciller très lentement. Il va mettre plus de temps à faire les allers-retours. Et donc du coup, il s'est dit, ça c'est un moyen de mesurer le temps, puisque si je sais combien de temps ça fait pour faire l'aller-retour, j'ai plus qu'à compter combien d'allers-retours ça fait. Si je sais que ça fait une seconde pour faire l'aller-retour, du coup, j'ai qu'à me dire, je compte s'il y a 10 allers-retours qui sont passés, bim, 10 secondes, j'ai mesuré le temps. Donc voilà, donc ouais, par contre ce qui va se passer c'est que si vous le mettez plus haut, ça va être plus de grande amplitude, ici il aura plus de vitesse, mais le temps sera le même. Et donc lui il a juste fait cette remarque là, c'est juste dit ça, ce qui est déjà beaucoup, mais du coup il y a
Huygens, qui est alors pas très connu du grand public, contrairement à Galilée, mais un très très grand scientifique qui a travaillé sur de l'optique, qui a travaillé sur pas mal de choses, et donc qui a du coup construit la première horloge à pendule, donc qui utilise ce phénomène-là. C'était en 1657, et qui du coup va être bien plus précise en fait. Donc du coup, en gros, comment ça fonctionne? C'est le même principe que l'autre horloge. Alors j'ai pas pris j'aurais dû aller chercher. Je vais aller chercher, voir si je peux pas trouver un schéma horloge pour vous expliquer comment ça marche, parce que je croyais en avoir pris un. Hop, mais je l'ai pas fait. Ok. Alors, hop, voilà. En gros, voilà comment ça se passe. Donc là, vous avez le schéma. Hop. Je vais vous le grandir un peu. Donc là, il y a deux parties. En gros, il y a une partie avec le poids qui va donner une énergie au mécanisme. Et là, vous avez le pendule qui, lui, va donner un peu le rythme. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, le pendule, lui, il va osciller droite, gauche. Et donc du coup, à chaque fois qu'il oscille à droite, il va entraîner ça. Et ça va lâcher la roue dentée. Elle va descendre d'un cran. Et quand après, le pendule, il va de l'autre côté, ça va relâcher un cran. Et donc, à chaque fois qu'on a une oscillation, on a deux crans qui se lâchent, en fait. Et du coup, ça fait que, du coup, là, si ça relâche pas, ça veut dire que la roue ne peut pas avancer, donc le poids ne peut pas tomber. Mais donc, le pendule, c'est lui qui dit à chaque fois, bah, le poids, dès que je suis là, le poids, il peut tomber d'un cran. Dès que je suis là, le poids, il peut tomber d'un cran. Dès que je suis là, le poids, il peut tomber d'un cran. Et donc, du coup, la hauteur dont va descendre le poids, ça va être lié au nombre de fois que le pendule a oscillé. Et donc ça veut dire qu'en quelque sorte, on compte le nombre de fois que le pendule a oscillé. Et comme le pendule, on sait quel temps il met pour faire une oscillation puisqu'on connaît sa longueur, bah du coup on va savoir combien de temps s'est passé en comptant le nombre d'oscillations. Et c'est exactement ce que ça fait mécaniquement. On ne le compte pas à la main, c'est un comptage mécanique, c'est-à-dire que du coup, de combien de degrés a fait une rotation cette roue dentée-là, ça va être lié au nombre d'oscillations qui aura été faites. Et donc ça, c'est le principe de l'horloge à pendule. Alors, puisque je parle du pendule, je voudrais vous parler du pendule de Foucault aussi, qui est un truc assez sympa. C'est pas vraiment de la mesure du temps, mais c'est un truc qui est assez sympa. Et donc, du coup, comme je parle de pendule, je voulais en parler. Après, on parlera sur les horloges à ressort et les montres, mais ça sera après. D'abord, le pendule de Foucault. Alors, je vais vous montrer une petite photo déjà. C'est ça le pendule de Foucault. Si ça veut bien charger. Voilà. En gros, là, vous avez, ça c'est la grosse boule, et ça c'est la corde. Vous la voyez ou pas, la corde qui est là? Hop, là la corde qui est là, hop. Donc ça c'est accroché, donc là c'est au Panthéon, donc à Paris. C'est accroché, je crois qu'il fait 60 mètres de haut celui-là. Donc là on voit que le bout, il est accroché tout en haut au sommet. Là. Donc en fait, qu'est-ce qui est de particulier ce pendule? Bah du coup il est très grand, donc il fait des oscillations très très longues, puisque je vous dis que ça dépendait de la taille, que plus la corde était longue, plus l'oscillation mettait de temps à faire l'aller-retour. Et donc du coup, là, 60 mètres, c'est très très lent. Donc ça fait des très grandes oscillations. Mais ce qu'il a de très particulier, le pendule de Foucault, c'est, selon sa propre formulation à lui, hein, Pierre Foucault, que c'est la première fois qu'on voit la Terre tourner, en fait. Donc pourquoi on voit la Terre tourner? Qu'est-ce qui se passe? En fait, lui, il tourne comme ça. Je vous passe une petite vidéo pour vous montrer, parce que des fois, une petite vidéo vaut mieux que des petites explications. Mais en fait, ça tourne ici, là. Enfin, ça fait une oscillation comme ça. Là. Mais pendant que vous faites une oscillation comme ça, la Terre, elle tourne. C'est-à-dire que nous, on est là, moi je suis dans mon siège, là, et la Terre, elle tourne. Moi, je tourne avec la Terre. Donc si par exemple la Terre, elle tourne vers là, je sais pas où est l'Est et le Nord, l'Ouest et tout ça, mais si la Terre, elle tourne vers là, moi, je tourne avec la Terre. Donc du coup, je suis là, je regarde par là, et je tourne avec la Terre. Et je tourne comme ça. Donc je subis la même rotation que la Terre. Mais un pendule, donc le pendule est accroché à la Terre, hein, forcément, donc il va tourner aussi. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, son mouvement, lui, il n'est pas lié à la rotation de la Terre. Donc votre pendule, quand la Terre elle tourne, lui il continue à faire comme ça. Donc après il tourne avec la Terre comme ça,
mais son axe de rotation, son plan d'oscillation, il change pas. Je vous montre la petite vidéo, ce sera peut-être plus simple. Tac tac. J'en ai pris 2 des vidéos. Hop, le pendule de Foucault. C'est une expérience très, très sympa, il y en a beaucoup. Donc là, c'est juste un pendule qui tourne. Imaginez que la Terre, elle tourne. Bah, vous voyez, le plan du pendule ne change pas, d'oscillation du pendule ne change pas, alors que la Terre, elle tourne. Donc en fait, si vous allez au Panthéon, je sais pas si c'est ouvert avec le Covid en ce moment, mais si vous y allez un jour et qu'il y a le pendule, normalement, il y est, pas de problème, bah, vous allez le voir que vous, imaginez, vous êtes ici en fait, là où on a commencé, imaginez, vous êtes ici. On repasse la vidéo là pour voir. Hop, vous voyez, imaginons que vous êtes ici là. Vous êtes cette petite pastille jaune et vous regardez le truc tourner. Et en fait, vous allez vous rendre compte que bah là, votre pendule, il tournait sur votre gauche, et puis là, il tourne parallèle, et puis après, il tourne. Donc vous avez l'impression que le pendule, son plan de rotation, pardon, son plan d'oscillation, fait une rotation. Or, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vous qui tournez, et que lui, il tourne pas, le plan d'oscillation. Donc c'est pour ça que vous voyez la rotation de la Terre, parce que vous voyez un truc qui tourne pas, et du coup tout le reste autour de vous tourne, c'est-à-dire que c'est tout le reste de la salle qui subit la rotation de la Terre, et le plan, lui, d'oscillation, il subit pas la rotation de la Terre. Donc ça, c'est stylé, je trouve. Donc voilà, et ça c'était le schéma, je peux vous montrer une vidéo où on le voit un peu en vrai, c'est-à-dire avec un truc un peu plus... Hop. Donc là, peut-être avancer un peu plus vite. Alors il a mis des stylos pour montrer. Donc il le déclenche comme ça parce que si vous le déclenchez à la main, vous risquez d'induire des rotations, des trucs un peu bizarres pareil, dont on veut pas. Donc là vous avez, pour l'instant il est initié sur le trait comme ça là, sur le parallèle au carreau. C'est fait exprès, c'est pour que ce soit un repère. Et donc les stylos là, ils sont là. Donc là pour l'instant le stylo n'est pas touché, c'est-à-dire que ça passe à côté du stylo, pas de problème. Mais on va voir qu'en fait, et là, c'est vraiment, là, sur la vidéo, c'est la rotation de la Terre qui fait ça, c'est pas la rotation d'un truc... Donc là, vous voyez, le stylo, il n'est pas touché. Pas de problème. Et donc, si on avance un petit peu, parce qu'on n'a pas y passé des ans, donc là, ils accélèrent. Donc, ils accélèrent le temps, mais donc, du coup, là, vous voyez que c'est plus tout à fait parallèle au carreau, là. Ça, c'est un petit peu désaxé comme ça, là. Et d'ailleurs, le stylo bleu, vous allez voir, là, ça passe proche, là. Ça passe de plus en plus proche, et à un moment, ben, ça va tomber. D'ailleurs, là, on voit qu'il tremble un peu le stylo à cause du mouvement de l'air. Hop, là, ils nous arrêtent le ralenti exprès. Ils sont gentils quand même. C'est bien fait. Hein. Hop. Là, on a vu qu'il a bougé, là. Déjà. Et là, il va tomber, là. Hop, il tombe. Donc là, on voit que bah, ça a suffisamment tourné pour que, du coup, le stylo soit sur le chemin de la boule. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que la boule, elle a continué à faire la même chose. Et c'est le stylo qui, à cause de la rotation de la Terre, donc c'est le stylo qui a bougé, en fait, ici. C'est ça qui est intéressant. Le stylo a bougé. Pas le plan d'oscillation de la boule, du pendule. C'est le stylo qui a bougé. Pourquoi? Parce qu'il était posé par terre. Moi, je trouve ça assez stylé quand même de se dire que c'est le stylo qui est tombé parce que c'est lui qui s'est mis sur le chemin du pendule. Donc voilà. Donc là, bon, je peux le remettre un peu en accéléré. Là, on voit que ça commence à être bien décalé là déjà. Hein, par rapport au... Par contre, ça pense toujours ici. Et là, lui, il va tomber aussi. Prochaine oscillation. Donc ça, c'est en 6 minutes. C'est-à-dire que vous voyez que la Terre, elle a tourné de ça. Pendant le temps d'expérience, la Terre, elle a tourné de ce qu'on voit là. C'est pas énorme. Est-ce que ça fait... je sais même pas, ça fait pas 1 degré, ça. Hein. En 6 minutes, bon, ça je pourrais le calculer, mais j'ai la flemme. Donc on va voir à la fin, là, 15 minutes. Là, vous voyez que l'angle, il a quand même bien changé en 15 minutes. Et si vous faites un jour entier, alors il faudrait que l'oscillation dure assez longtemps, parce qu'en fait, en vrai, lui, il ralentit, et au bout d'un moment, il va plus faire d'oscillation. Mais au bout d'un certain temps, si vous y faites un jour entier, vous aurez fait, le truc, il aurait fait comme ça, et comme ça. Donc au bout de 12 heures, il serait renouvelé au même endroit, mais parce qu'il aurait changé de place, et re 12 heures, il serait revenu au même endroit. Donc là, on voit bien que ça a quand même bien changé l'angle là. Donc ça, c'était le pendule Foucault, c'est assez sympa. Petit intermédiaire, voilà. Donc on va retourner sur la mesure du temps. Donc, la mesure du temps, hop. La suivante.
Ça va être le même principe que l'horloge avec le pendule, mais du coup, il nous faut un autre phénomène périodique, mais qui soit pas avec un pendule. Parce que du coup, l'inconvénient de ce pendule-là, de ce truc-là, là, c'est que ça veut dire que votre truc, il doit être immobile. Votre horloge, elle doit obligatoirement être immobile. Parce que si vous la bougez, vous avez bougé le pendule. Et donc là, ça va vous fausser vos manips. Ça demande un truc qui est assez massif, parce que du coup, si vous voulez pas mal de précision, il faut que vous ayez un truc un peu long ici, parce que sinon il y a des effets indésirables. Donc du coup, ça demande beaucoup de place et un truc qui se déplace pas. Or, par exemple, la mesure du temps a été très importante pour les marins qui avaient besoin de savoir ben, depuis combien de temps ils sont en mer. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas de repères. En mer, vous n'avez pas de repères, il n'y a pas des arbres, des machins, des trucs. Il n'y a que de l'eau, et l'eau ça change, ça change de taille et tout, donc vous ne pouvez pas vous préparer à l'eau. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils savaient mesurer leur vitesse, les marins. Donc pour savoir où est-ce qu'ils sont, ils ont juste besoin de savoir depuis combien de temps. Puisque la distance, c'est égal à la vitesse fois le temps. Donc du coup, la vitesse, ils savent le mesurer. Ils le mesuraient en nœuds avec des cordes et tout ça, c'est pas le sujet, donc je vais pas vous expliquer. Et donc il leur fallait le temps aussi, c'est-à-dire depuis combien de temps ils sont partis. Combien de temps ils ont été à cette vitesse-là, puis après ils changent de vitesse, combien de temps ils sont à cette vitesse-là, etc. Et comme ça, ils peuvent savoir à quelle distance ils sont. Ils partent de là, et puis s'ils savent à quelle distance ils sont, ils savent qu'ils sont là. Alors que sinon, peut-être qu'ils sont là, peut-être qu'ils sont là. Et donc c'était capital la mesure du temps pour les marins. Or, vous ne pouvez pas utiliser ce système-là sur un bateau, parce que y a du roulis sur le bateau. Donc impossible d'utiliser une horloge de ce style-là. Donc, d'ailleurs, Christophe Colomb, s'il avait eu un système de mesure du temps fiable, il aurait pu faire avec. Donc, eux, je crois qu'ils faisaient avec des sabliers qui retournaient. Je crois que c'était des sabliers toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures, ils retournaient le sablier. Et ils comptaient combien de sabliers avaient été retournés. Et donc, du coup, imaginez, c'est-à-dire qu'il doit y avoir tout le temps quelqu'un qui tourne son sablier de 2 heures, sachant que le sablier de 2 heures, c'est pas précis. C'est-à-dire que il y a des heures, il y a une erreur, c'est pas pile poil 2 heures. Et donc du coup, il y en a qui disent que s'il n'avait pas eu ce problème de sablier et tout, il aurait peut-être pu se rendre compte facilement qu'il n'était pas là où est-ce qu'il voulait être. Il n'avait pas fait la distance qu'il avait voulu. Et donc du coup, on veut un phénomène périodique, mais qui soit pas tributaire de ce phénomène-là qui est compliqué à avoir. Le même Huygens que tout à l'heure, qui avait créé l'horloge à pendule, il a pensé à un système. Alors il n'avait pas allé jusqu'au bout, mais il avait pensé à un système qui était le principe du ressort en torsion. C'est-à-dire que ça, c'est un ressort en torsion. Donc, vous avez ici une extrémité de ressort, et l'autre extrémité, elle est accrochée ici. Donc, en fait, votre ressort, vous savez ce que c'est un ressort, c'est-à-dire que c'est un bout de métal. Si vous le tirez, il va revenir à sa place au bout d'un moment. Et si vous le poussez, il revient à sa place au moment. Et du coup, ça exerce une force. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un ressort, c'est aussi un truc oscillant périodique. C'est-à-dire que si vous prenez un ressort comme ça, un ressort classique, vous mettez un petit masse au bout et vous tirez doucement, ça va faire des allers-retours comme ça, de façon périodique, toujours avec le même temps. Sauf que ça, c'est encore un truc en pendant, donc c'est pas ça qu'on veut. On veut un truc qui puisse être utilisé dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel mouvement. Et donc là, vous avez un ressort en torsion, c'est-à-dire que du coup, il a créé un enroulement autour d'un point. Et du coup, si vous tirez là, ici, vers là, du coup, votre ressort, il va se comprimer, entre guillemets. Et du coup, il va revenir à sa position d'équilibre. Et comme il a de la vitesse, il va repartir dans l'autre sens. Et il va faire des va-et-vient comme ça. Il va faire des va-et-vient. Et donc, du coup, de façon périodique, c'est-à-dire toujours avec le même temps. Donc, vu que c'est toujours avec le même temps, on pourrait utiliser le temps pour faire une horloge. Et en fait, ça, c'est le principe de la montre mécanique. Alors, par exemple, j'en ai une là de montre mécanique, je peux vous montrer. Alors, hop, je sais pas si on va voir assez bien, parce que est-ce que c'est zoomé ou pas. Je vais vous le zoomer juste pour ça, hop. Alors, est-ce que je peux l'avoir? Hop.
Pourquoi je peux pas le monter plus? Qu'est-ce qui se passe? C'est le bordel ça? Hop, voilà, je détruis tout mon stream pour ça. Alors, il est où mon ressort? Faut que je le retrouve. Ouais, ça va être trop petit, je pense. Il est juste là, vous voyez le petit point rouge là? Ah, ça arrive pas à faire la netteté. Non, bah ça va pas marcher. Ah si, ça fait la netteté. Au niveau du petit point rouge là, juste derrière, il y a un ressort qui ressemble exactement au ressort qu'il y a sur la photo que je vous avais montré avant. Et qui est en train de mécanisme. Donc en fait, ce ressort, il marche pour le moment. Bon, en fait, ça marche pas très bien. Donc on va repartir. Je viens de casser tout mon truc là. Hop, je reviens 30 secondes. Hop. Voilà. Donc ce ressort, il va entraîner une roue. Alors du coup, hop, je l'ai pas de mécanisme de montre, mais en gros, le ressort, j'en ai un aussi. En gros, c'est le même principe, c'est-à-dire que vous pouvez le tordre ici là, et ça va faire un mouvement de va-et-vient comme ça. Et donc du coup, vous avez le même mouvement que dans une montre, que dans ce truc-là. C'est-à-dire que vous avez un mouvement qui fait comme ça, comme ça. Et donc, il vous faut une réserve d'énergie. Hein, vous avez un autre ressort qui va être tendu. Vous avez deux ressorts en fait. Vous avez un ressort qui est en magazine de l'énergie, qui est tordu, qui est bien tordu, et qui à chaque mouvement oscillant de l'autre ressort va lâcher un petit peu, lâche un petit peu, il lâche un petit peu, il lâche un petit peu. Et donc du coup, c'est ça qui va faire bouger la trotteuse. Donc à chaque seconde, vous lâchez un petit peu. Donc votre ressort là, il est calé sur une seconde, et donc du coup à chaque seconde, il lâche la trotteuse, et donc c'est pour ça qu'on voit la trotteuse qui bouge toutes les secondes. Alors moi par exemple, elle bouge plus que toutes les secondes, elle bouge toutes les genre 3 fois par seconde. Donc ça veut dire que en fait mon ressort il a une période de 1/3 de seconde, et donc comme ça on mesure le temps. Donc ça c'est la montre à ressort qui du coup a pas été inventée par Huygens mais juste après, et qui a servi beaucoup. Au début c'était pas miniaturisé sur le poignet, c'était des gros trucs, mais qu'on pouvait embarquer pour les marins. Et du coup ça peut paraître rien, mais ça a changé beaucoup de choses dans la navigation, c'était très pratique. Donc ça c'était la montre à ressort. Le truc suivant c'est la montre à quartz. Donc là on change complètement de technologie, on est sur quelque chose de complètement différent. Alors le principe va être un peu le même dans le sens où il y a quelque chose qui oscille, mais alors ce qui se passe c'est que c'est complètement différent ce qui oscille. Ce qui oscille là, donc là en gros vous avez une pile ici, ça c'est un circuit intégré qui va faire plein de choses, que je vous ai expliqué les choses qu'il va faire. Et ici là, dans cette partie là, il y a un cristal de quartz. Alors ce qui se passe c'est que le cristal de quartz c'est ce qu'on appelle un piézoélectrique. Donc c'est un truc qui, si vous le comprimez, il va y avoir une tension aux bornes de votre quartz. Donc cette tension, ça veut dire qu'il y a des électrons qui s'accumulent d'un côté et des défauts d'électrons, donc du coup des charges positives, qui vont s'accumuler de l'autre. Et donc ça, c'est de l'électricité en fait. Hein. Et du coup, si vous comprimez et lâchez, vous allez avoir de l'électricité, puis plus d'électricité, puis d'électricité, puis plus d'électricité. Donc en fait, vous avez un courant alternatif qui se crée. Donc, ce qui se passe ici, c'est l'effet inverse au départ. C'est-à-dire que votre circuit électrique, il va imprimer il va donner une tension au quartz, et le quartz, du coup, il va changer de forme, en gros. Sauf que le quartz, du coup, c'est un cristal qui oscille. Alors j'avais noté, il oscille à 32 768 Hz. En fait, c'est la fréquence qu'on a choisie, mais en fait, ça dépend de sa forme, de comment il est coupé, tout ça. Donc on le choisit pour faire cette fréquence-là. Pourquoi on choisit cette fréquence-là? En fait, c'est parce que après, comme il oscille, il va émettre un courant électrique, avec l'effet piézoélectrique, que le circuit intégré va pouvoir démultiplier. En fait, donc pourquoi le 32 768 Hz? Parce que du coup, lui, il va diviser
Alors je l'ai pas noté, je sais plus combien il va diviser cette fréquence, je sais plus si c'est bah, faudrait le calculer en fait, je peux vous le calculer, hein. Il va le diviser par 2, 32 768 divisé par 2, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Attendez, je l'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il divise ça 15 fois, et du coup, après, il obtient un signal électrique de fréquence 1 seconde. Et donc, alors ce signal électrique, il va être converti en signal mécanique, c'est-à-dire en mouvement, par ce dispositif-là. En fait, en gros, là, ça c'est une bobine. Et du coup, quand vous avez un changement de courant, ça crée un... Allez, j'ai perdu le truc, tout va bien. Donc, quand le courant change, ça crée une force électromagnétique. Et donc, du coup, dedans, il y a un aimant et ça va faire bouger l'aimant, en fait. Et donc, du coup, ça va entrer une rotation ici. Donc, à chaque seconde, vous avez une rotation ici. Et du coup, bah, ça entraîne différents engrenages qui vont vous donner les secondes, les minutes et les heures. En gros, l'aiguille des secondes, elle va bouger de ce qu'il faut pour indiquer une seconde, c'est-à-dire 1/60 de 360 degrés, donc de 6 degrés, elle va bouger de 6 degrés à chaque fois. Là. Et l'horloge des heures, beaucoup moins, et l'horloge des minutes, entre les deux. Donc ça, c'est le principe de... hop, toi tu reviens là, très bien. Hop, reviens là. Donc ça, c'est le principe de l'horloge à quartz. L'avantage que ça a, l'horloge à quartz, c'est que c'est beaucoup, beaucoup plus précis. Un des premiers avantages, c'est que c'est beaucoup, beaucoup plus précis. Par exemple, vous avez une perte de 1 seconde sur certaines en 275 ans. Donc là, il n'y a plus besoin d'aller se resynchroniser entre les horloges et tout ça. Vous avez en général, la pile est morte avant les 215 ans, donc de toute manière, tant qu'il y a de la pile, votre horloge, elle fonctionne bien. Ça, notre avantage, c'est que du coup, là, les montres mécaniques dont je vous avais parlé avant, là, celles-là, il faut les remonter, c'est-à-dire qu'il faut remonter le ressort. Vous voyez ce petit bouton là, ici là. Hop là, ça c'est pour remonter le ressort. C'est-à-dire que du coup là, quand j'actionne ça, je remonte le ressort, donc je lui redonne de l'énergie. Si j'oublie de faire ça, à un moment elle va s'arrêter. D'ailleurs celle-là elle a un balancier inclus, c'est une montre automatique. Je ne fais pas la pub, hein, mais elle a un balancier inclus, donc ça veut dire que juste en bougeant, en faisant des trucs, ça la recharge. Mais du coup, les montres à quartz, il n'y a pas besoin de recharger, il y a juste une pile. Donc tant qu'il y a de la pile, ça fonctionne. Et puis au bout de je sais pas combien d'années que la pile est morte, bah du coup il y a juste besoin de changer la pile et c'est reparti. Et donc vous avez une pression qui est énorme, puisque une seconde tous les 275 ans, en vrai ça veut dire que si vous voulez mesurer des trucs à la seconde près, enfin quand vous regardez l'heure, si vous avez une seconde de retard dans 200 ans, vous êtes plutôt bien. Donc ça c'est un des avantages deux des avantages de ça, et puis il y a aussi que ça prend très peu de place du coup. Et donc, alors les montres, juste avant les montres à quartz, les montres comme ça existait déjà, montres à gousset et tout, ça prenait pas beaucoup de place hein, déjà. Mais les montres à quartz, ça prend très peu de place. Encore moins, en vrai, encore moins, ça prend vraiment très peu de place. Donc ça, c'est la montre à quartz, c'est l'avant-dernier truc dont je voulais vous parler. Le dernier truc dont je vous parlais, c'est les horloges atomiques qui sont là d'un coup d'une précision bien meilleure et qui ne seront pas pour les mêmes usages. C'est-à-dire que nous, on n'a pas besoin. Ouais, ok, Radio Twitch, pas de problème. Pas de souci, tu regardes ça en replay. Et si tu as des questions dessus, tu peux même les envoyer et je te répondrai soit par message, soit la fois d'après quand tu viens. C'est normal que si tu bosses, t'es pas là pour poser des questions, pas de souci. Et donc du coup, ça c'est l'horloge à quartz, donc, qui en fait de nos jours est tout à fait viable pour toutes les utilisations qu'on va faire. Donc c'est pour ça qu'on a encore des trucs comme ça. Les montres qu'on a sont des montres à quartz. Après, ce qu'il va y avoir, c'est qu'on peut avoir par exemple, le téléphone, ils n'ont pas besoin d'être à quartz parce que ils ont des processeurs, c'est différent. Et en plus, dès que vous avez Internet, vous pouvez être
Vous pouvez vous synchroniser quand vous voulez à une horloge, à l'horloge, comment elle s'appelle, UTC, Universal Time, je sais plus quoi. Mais donc du coup là, ce dont je vais vous parler, c'est pour des trucs plus, pour des situations un peu plus, spéciales qui demandent une précision bien meilleure. Par exemple, si vous avez, les on utilise tous des GPS de nos jours, donc les GPS, comment ça marche? Vous avez, bah, je peux vous faire un petit dessin, hein. Hop, on va effacer. Comment ça marche le GPS? Hop, hop. Alors c'est un peu fatigant ça, mais bon. Donc comment ça marche le GPS? C'est donc GPS, ça veut dire quoi? C'est alors GPS, tiens, j'ai un doute. C'est géolocalisation par satellite, c'est ça. GPS, géolocalisation par satellite. Donc en gros, comment ça marche? Vous êtes sur la Terre, vous êtes ici, et vous avez un satellite qui est là, avec ces petites hop, des trucs solaires pour fonctionner. Puis vous avez un autre satellite qui est ici. Donc lui, il émet une onde. Il vous dit que vous êtes là. Enfin non, il vous mesure à cet endroit-là. Donc du coup, vous renvoyez l'information. Hop, et ça met un certain temps pour faire les retours. Et ici, ça met un certain temps pour faire les retours. Et en fait, du coup, lui, ce qu'il sait, c'est juste que vous êtes quelque part à cette distance-là. Et lui, il sait que vous êtes quelque part à cette distance-là. Et c'est le croisement entre les deux qui vous dit où vous êtes. Donc c'est le croisement des deux qui vous dit où vous êtes. Mais du coup, comment ils savent à quelle distance vous êtes? Ils le savent parce que ça a mis un certain temps pour faire l'aller-retour. Mais du coup, il faut qu'ils mesurent ce temps. S'ils mesurent ce temps à une distance près, la vitesse des ondes pour faire l'aller-retour, là, c'est la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km par seconde. Ça veut dire, en gros, ça fait 7 fois, ça a le temps de faire 7 fois et demi le tour de la Terre en une seconde. Donc si vous avez une précision de 1 seconde, il vous dit que vous êtes quelque part autour de 7,7 fois la Terre de lui. Clairement, c'est inutile. Il faut que ce soit beaucoup plus précis. Il faut qu'il ait une idée de votre position, de votre distance avec précision, parce que sinon, si vous dit bah, vous êtes quelque part dans Paris, ça ne va pas vous aider pour qu'ils vous disent tournez à droite ou tournez à gauche à la rue suivante. Il faut que ce soit beaucoup plus précis que ça. Donc on a besoin d'une horloge qui est très précise. Donc cette horloge, donc là je vous parle d'un truc, c'est une utilisation, bien sûr, il y en a plein d'utilisations de l'horloge atomique. Donc c'est quoi une horloge atomique? C'est une horloge qui va utiliser les atomes, comme son nom l'indique. Hein. Hop, je vais effacer ça maintenant. Hop. Donc j'efface ça. Donc ça utilise, en fait, c'est un peu de la mécanique quantique, c'est-à-dire l'énergie des atomes et comment ça se passe. Donc il faut que je vous parle un petit peu de l'énergie des atomes, comment ça fonctionne. On représente ça comme ça, l'énergie d'un atome. C'est-à-dire que l'énergie est discrète, c'est-à-dire qu'il y a certains niveaux d'énergie qui existent et les autres n'existent pas. Donc en général, on dit ça, ça va être E0, E1, etc. E2, E3, etc. Et il y en a plein. Des niveaux d'énergie, il y en a plein. Ce qui passe, c'est que ça, c'est le niveau d'énergie électronique. C'est-à-dire que vos atomes, ils ont des électrons. Et donc, un électron dans votre atome, il va avoir, par exemple, s'il est au niveau E0, on dit qu'il a l'état fondamental, c'est l'énergie la plus faible qu'il puisse avoir. Et puis, ben, du coup, il peut gagner en énergie ou il peut perdre en énergie, un électron. Donc, par exemple, il peut gagner en énergie s'il reçoit un photon. Donc, s'il reçoit un photon qui est de la pile poil de la bonne énergie, il va passer de E0 à E1. Ou il peut passer de E0 à E2, ou il peut passer de E0 à E3, etc. Et s'il est dans E1, pareil, il peut passer de E1 à E2, de E1 à E3, etc. Donc ça, c'est comment ils font pour monter en énergie. C'est-à-dire que du coup, là, on fait un truc comme ça, là. On dessine un truc comme ça. Ça, c'est pour dire un photon. C'est pas très bien. Et il monte en énergie comme ça. Donc là, il a absorbé de la lumière. Il a absorbé un rayonnement électromagnétique. Il a absorbé un photon. Donc il est monté en niveau d'énergie. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent aussi descendre. C'est-à-dire que s'il est ici, en énergie,
il est excité. Alors il y a plusieurs façons, ça peut être en absorbant des photons, ça peut être en faisant passer un courant électrique, ça peut être en chauffant, il y a plusieurs moyens d'exciter des électrons pour qu'ils soient dans des différents niveaux. Et donc du coup, par exemple, il peut descendre de 2 niveaux, là je le fais descendre de niveau pour montrer que c'est vraiment n'importe quel niveau, en émettant un photon. Donc là, il émet un photon. Alors en fait, en photon, des fois on les appelle h nu comme ça. Parce que ça, c'est une grosse formule pour dire en fait c'est un photon d'énergie h nu. H, c'est la constante de Planck. Et nu comme ça, c'est sa fréquence en fait. Donc des fois on l'appelle f, mais des fois on l'appelle nu. C'est sa fréquence. Et donc du coup, la fréquence, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou se rappellent pas ou quoi, c'est lié à la période. C'est-à-dire qu'en fait, si on parle de fréquence, ça veut dire que c'est parce que votre photon qui est émis là, c'est une onde électromagnétique, donc ça veut dire que c'est un champ électromagnétique qui varie, c'est-à-dire dont la valeur change, et de façon régulière. De façon régulière, c'est-à-dire à une certaine fréquence. Donc si vous avez par exemple une fréquence, ça n'existe pas, mais de 10 Hz, ça voudrait dire que votre oscillation, elle change de valeur 10 fois en une seconde. Donc là, F c'est 1 sur T, où T c'est la période, donc ça veut dire que T c'est 1 sur F. Donc là, ici, ça veut dire que dans mon cas où c'est 10 fois, vous avez 10 oscillations en une seconde, ça veut dire que chaque oscillation fait 1/10 de seconde. Mais donc du coup, 1/10 de seconde, c'est un temps ça. Donc si c'est un temps, on peut mesurer. On peut, en comptant le nombre de fois qu'il y a une période, se remonter au temps. Par exemple, si vous savez que c'est 1/10 de seconde et qu'il y en a 8 qui sont passés entre deux événements, bah vous savez qu'entre les deux événements, il y a 8 dixièmes de seconde qui sont passés. Donc vous avez mesuré le temps en fait. C'est ça qu'on fait avec les horloges atomiques. Donc, en gros, on s'intéresse à un certain type de photon, entre deux niveaux bien précis, et on mesure la fréquence d'oscillation, on mesure le nombre d'oscillations en fait qui se passent. Donc avec la formule qui est comme ça là, donc ça c'est l'énergie E2 moins 1 sur H. H c'est la constante de Planck, donc c'est juste une valeur. Donc ça c'est la relation qu'on appelle de Planck-Einstein. Donc ça c'est un E ça. Donc du coup on a choisi deux niveaux bien précis. Pourquoi on a choisi deux niveaux bien précis? Alors, juste pour que vous ayez un petit moyen visuel de bien voir, parce que là je vous explique un peu avec les mains, j'étais allé voir sur des sites, il y a des trucs qui font ça bien là, hop. Hop, voilà. Alors là vous avez un petit laïus sur Planck, qui a énormément fait pour la science au XXe siècle. Tac, est-ce que je peux cliquer? Voilà. Et donc là, ça c'est une représentation. Alors c'est fictif, c'est juste une représentation, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe en vrai. C'est pas comme ça que ça se passe, mais on a représenté les niveaux d'énergie. Donc là, on est au niveau 0, et là, on est au niveau 1. En vrai, c'est pas des rotations comme ça. Ça, c'était un ancien modèle qui existait, qu'on avait avant, on a vu que c'était pas ça. Mais ça permet un peu de visualiser ce qui se passe. Donc là, le plus proche, on met le niveau E0, et là, le plus on s'éloigne, plus on est dans les niveaux hauts en énergie. Alors si vous voyez, quand je clique là-dessus, là, l'animation, on voit des petites vagues comme j'ai fait là pour les photons. En fait, ça veut dire qu'il y a des photons qui sont émis ou reçus. Donc par exemple, si on est au E1 ici, et que je passe au E0, donc quand je vais appuyer là, vous allez regarder, vous allez voir que ça va donner de l'énergie en fait. Donc ça va émettre des photons, si vous regardez. Donc là, vous voyez, les électrons ont émis des photons. Il y a des photons qui sont partis de votre atome. Alors que si au contraire je pars de ici et puis je vais en E4, vous allez voir que pour qu'il y ait ça qui arrive, c'est-à-dire qu'on a absorbé des photons, et donc il y a des photons qui arrivent de l'extérieur et qui viennent sur le noyau ici. Donc voilà. Et donc là, il vous dit que ça correspond à un ultraviolet, en fait, le site. C'est-à-dire que ça vous dit, ça c'est l'énergie alors en électronvolts, bon c'est un peu, voilà, c'est un truc un peu bizarre, mais ça c'est l'énergie qui correspond à la différence de niveau d'énergie entre les deux niveaux. C'est-à-dire que c'est l'énergie du photon. Et donc ça correspond à une certaine longueur d'onde, donc à une certaine fréquence. Bon là, la fréquence longueur d'onde, je vais pas... attendez, est-ce qu'il va me le mettre? Il me le met pas ici là? Il est pas censé me l'afficher là? Oh, c'est un peu triste ça. 184... Ah oui, mais 184 c'est pas ici.
Alors, si je le fais ici, infrarouge, à 4000, j'ai fait trop petit. Hop. Infrarouge 1000, j'ai fait trop petit encore. Voilà, là on est dans le visible. Donc c'est ici, c'est parce qu'il n'y a que le visible. Donc ça c'est la longueur d'onde, ça veut dire que on passe de là à là. Là on absorbe cette longueur d'onde. Alors comme c'est absorbé, il ne le marque pas. Là on émet, donc on émet cette longueur d'onde là. Donc ça c'est comment ça se passe les niveaux d'énergie. Mais donc vous avez besoin de comprendre ça pour comprendre comment ça fonctionne une horloge atomique. Si vous voulez, je peux vous j'en avais trouvé une autre. Hop. Qui était quand même pas mal aussi, c'est de savoir comment on fait en fait ici. C'est pour ça que celle-là je l'ai prise aussi. Par exemple, vous choisissez donc pour l'horloge, on va faire pour l'horloge atomique, même si c'est pas, c'est du césium qu'on utilise. Il est où le césium déjà? C'est ici. Donc là, on a mis du césium. Donc là, dans le gaz, là, on a mis du césium. Alors il y a deux choses qui se passent. Ça, c'est du césium. Hop. Alors, je sais pas si c'est des atomes ou c'est rien. Mais... Pour le césium, vous avez une raie qui est ici, là, qui est absorbée ici. En fait, il y en a d'autres qui sont pas dans le visible. Parce que qu'est-ce qui se passe? On a émis une source blanche et on l'a fait passer dans le gaz. Donc du coup, là, votre gaz, il a absorbé, donc c'est pour ça que c'est noir, il a absorbé cette longueur d'onde. Là, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on fait chauffer le gaz et il va émettre des lumières en redescendant en énergie. Et donc du coup, on voit qu'il émet du rouge dans cette longueur d'onde. Et donc ça, c'est les mêmes. Donc ça correspond à l'aller-retour. C'est-à-dire que si j'ai fait ça, ou si j'ai fait ça, c'est les opérations inverses à chaque fois. Vous voyez que c'est le même électron, le même photon qui est envoyé ou qui est émis. Voilà, émission, absorption, mais si vous voyez, l'énergie, c'est la même. Et donc du coup, si on a une fréquence qui est précise, on va avoir un temps qui est très précis. Donc normalement, n'importe quelle fréquence, n'importe quelle façon de faire, ça devrait nous donner des mesures de temps très précises. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle une largeur spectrale. Donc sur le spectre, là, avec la fréquence ici, on vous mettait des barres ici. Là. Sur le schéma, on vous a mis une barre comme ça. En fait, c'est plus compliqué que ça. En fait, c'est pas une barre, mais c'est une sorte de gaussienne. Hop. Alors bon, ça devrait aller à 0 en fait. Hein, mais... C'est une gaussienne. Et donc elle a une certaine largeur, ce qu'on appelle largeur spectrale. Et donc en fait, ça fait que vous avez une imprécision ici. Ça, si vous avez un photon, vous n'êtes pas sûr qu'il soit exactement à cette valeur-là de fréquence, mais peut-être qu'il va être à cette valeur-là, peut-être qu'il va être à cette valeur-là. Bon, celle-là, c'est très peu probable. Et là, c'est quasiment nul. Mais là, il y a une forte probabilité pour que ce soit pas exactement ça. Donc il y a une imprécision ici. Donc ça veut dire qu'il y a une imprécision ici. Donc on peut faire ça avec n'importe quel atome. Et donc c'est pour ça qu'on choisit une horloge au césium et pas à autre chose. C'est parce que lui, il a certaines de séries qui sont hyper fines. Le césium 133, donc avec 133 pas neutrons, nucléons, il a une raie hyper fine. C'est-à-dire qu'avec du coup cette largeur spectrale qui est très faible. Donc c'est-à-dire que si elle est très faible, du coup vous avez une très grande pression sur la fréquence, et donc vous avez une très grande pression sur la période. Et donc c'est ça qui nous intéresse. Par exemple, les horloges au césium, elles ont une précision de 2 fois 10 puissance moins 16. Ça veut dire que quand vous avez fait passer un certain temps, vous avez une dérive de votre horloge qui est de 2 puissance moins 16. Donc ça veut dire que à chaque seconde qui passe, vous avez une impression de 2 puissance moins 16 secondes. Ce qui est très faible. Moins 16, ça veut dire 10 moins 9, c'est 1 milliardième. Donc ça veut dire 1 divisé par 1 milliard. 10 moins 16, c'est 10 millions de milliardièmes. Donc vous divisez par 10 millions de milliards. Pour donner un ordre d'idée, ça veut dire que une horloge atomique, elle va se décaler de 1 seconde. Vous vous rappelez, l'horloge à quartz, je l'ai dit, c'est énorme, elle met 247 ans à se décaler d'1 seconde. L'horloge atomique, elle met 160 millions d'années à se décaler d'1 seconde. Bon, après, l'horloge atomique, elle nous sert pour des trucs qu'on veut qui soient plus précis qu'une seconde, hein, clairement. Mais ça nous donne une précision qui est énorme. Pourquoi ça? Parce que la fréquence qui est ici, là,
de cette truc hyper fine, elle a un nombre de cycles d'oscillation qui est de, je l'ai noté, hein, 9, je peux vous l'écrire là si vous voulez, hein, ça sert à rien, mais 9 milliards 192 millions 631 000, j'ai pas la place, 770 cycles par seconde. Donc ça veut dire que votre truc qui oscille là, votre champ électromagnétique qui change de valeur, du coup il change de valeur 9 milliards de 192 millions, etc., de fois par seconde. Et donc il suffit juste d'avoir un système, alors je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de comment c'est fait l'asservissement, mais il suffit juste d'avoir un système qui compte ces oscillations. Donc si vous savez que vous avez fait une oscillation, un cycle, du coup vous savez qu'il s'est passé 1 divisé par 9 milliards 192 millions, etc., de secondes. Donc une fraction très 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 faible de la seconde. Donc ça veut dire que vous pouvez mesurer avec cette précision-là. Donc vous allez avoir une mesure qui est très 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 précise. Donc vous allez pouvoir mesurer des trucs qui sont très intéressants. D'ailleurs, soit dit en passant, vu que c'est le truc le plus précis, en physique-chimie, on utilise le truc le plus précis pour définir une grandeur. Donc par exemple, une seconde, c'est défini, depuis qu'il y a ces horloges au césium, par le fait que c'est 9 milliards 192 millions 631 770 cycles, ça fait une seconde. Cycle d'oscillation de notre champ électromagnétique pour le photon qui est émis par l'atome de césium. Ce photon-là bien précis, hein, c'est pas n'importe quel photon émis par un atome de césium. Et donc ça, c'est la définition de la seconde. Et donc maintenant, du coup, ça nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, avec des mesures de temps aussi importantes, aussi précises. Notamment, un phénomène qui était déjà connu avant l'invention de l'horloge césium, et dont on avait déjà des preuves, mais des preuves indirectes. L'horloge atomique a permis de mesurer, de faire une mesure de la relativité du temps. Donc vous savez peut-être, ou peut-être pas, que le temps est relatif, c'est-à-dire que le temps ne s'écoule pas pareil de la même façon. Et donc on a fait l'expérience, on a synchronisé deux horloges atomiques, donc qui étaient à la fraction du milliardième là, de seconde près la même. On a pris une et on l'a mise dans un avion de chasse. L'autre, on l'a laissée par terre, à la base, voilà, elle se repose. Donc les deux, elles sont en train de tourner, c'est-à-dire qu'elles mesurent le temps, L'avion de chasse part, hop, il fait sa vie, donc si c'est dans l'avion de chasse, c'est pas pour rien, c'est pour qu'il aille très très vite, donc Mach 1, Mach 2, on va très très vite. Et après, il revient, il atterrit à la base. On sort l'horloge et on les compare. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? Elles affichent pas le même temps. Il y en a une qui est décalée par rapport à l'autre. Celle qui a pris l'avion, elle est en retard par rapport à l'autre. Donc ça veut dire qu'elle a vu se passer moins de temps que l'autre. Et si vous faites ça avec une montre en quartz, vous ne pouvez pas le mesurer, parce que la différence est infime. Elle est très 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 faible. Elle est infime, mais elle est quand même suffisamment grande pour être mesurée par une horloge atomique qui est très précise. Et donc ça c'est énorme, parce que du coup on a une mesure directe. Et donc une autre utilisation de l'horloge atomique, c'est ce que j'avais dit, les GPS. Le GPS, ça utilise, il faut que vous ayez dans votre satellite une horloge atomique embarquée, parce que sinon, vous ne pouvez pas savoir avec assez de précision quand est-ce que les signaux sont reçus ou émis. Et donc de mesurer les temps, il faut des temps qui sont très très courts, parce que le trajet, mine de rien, le trajet entre le satellite et la Terre, il est très très court, puisque c'est à l'échelle de la vitesse de la lumière, donc c'est des vitesses ultra rapides, donc des temps très très courts. Donc ça c'est un truc qui je trouve assez énorme, où quand vous mettez deux, enfin, parce que même si on sait ce que c'est la relativité du temps, on connaît le concept intellectuellement, voir deux horloges qui seraient à la même heure, et après il y en a une qui revient et elles sont décalées, c'est-à-dire qu'il s'est vraiment passé moins de temps. Il y a une différence entre avoir la connaissance intellectuelle et appréhender le phénomène intimement, c'est-à-dire avec son expérience personnelle. Donc ça, moi je trouve ça assez énorme. Après, bon, chacun, peut-être que vous, ça vous passe au-dessus, et vous êtes là, ouais, bon. Moi je trouve ça assez énorme de se dire que, ouais, en fait,
le temps est... Parce que naturellement, on a une conception qui est assez newtonienne de la mécanique, c'est-à-dire que on a l'impression que le temps évolue de la même façon pour tout le monde, dans tous les cas, etc. Et là, bah, pour le coup, c'est un truc qui se passe, c'est une preuve de mesure directe. Bon, après, on avait d'autres phénomènes qui avaient pu corroborer la théorie d'Einstein sur la théorie de la relativité. Par exemple, je peux vous en parler d'un. C'est les muons. Donc, c'est des particules qui sont créées par choc de particules spatiales, donc très rapide, donc très énergétique, sur les molécules de l'atmosphère, et donc ça crée des muons. Donc le muon, c'est une particule qui a un temps de demi-vie de, je l'ai marqué quelque part, 1,5 microsecondes. Donc ça veut dire 1,5 millionième de seconde. Le temps de demi-vie pour une particule, ça veut dire quoi? Une particule nucléaire, c'est que si vous prenez une population de particules nucléaires, donc de muons, imaginons que vous en avez 1000, bah, quand le temps de demi-vie est arrivé, donc ça, au bout de 1,5 microsecondes, il y en a 500 qui ont été désintégrés, qui ont été transformés, et 500 qui restent. Et après, bah, si vous reprenez le temps de demi-vie de ces 500, il ne reste plus que la moitié à nouveau, donc il ne reste plus que 250, etc. etc. Et donc du coup, ce qu'on avait pu constater, c'est que ces muons qui étaient créés en hauteur, ils mettaient un certain temps avant d'arriver à la surface de l'eau. Donc ils sont créés en haut et ils mettent un certain temps à arriver. Mais du coup, si vous mesurez combien il y en a pour une certaine surface en une seconde qui vous arrive, donc un débit, imaginons qu'il y en avait 500, et on sait qu'ils mettaient 6,5 microsecondes entre le moment où ils arrivaient en haut et le moment où on les détectait à nouveau vers le niveau de la mer, ils mettaient 6,5 microsecondes. Donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce que il y ait eu plusieurs temps de demi-vie, donc ça veut dire que le nombre de la population de muons, elle va être divisée par 2 plusieurs fois. Or, ce qu'on constate, c'est qu'il y en avait, je sais plus, j'ai plus le nom exact, mais 300. Dans les 300. Donc ça veut dire que même pas l'équivalent d'une demi-vie qui s'est passée pour le muon. Donc le muon, lui, il voyait... Le temps, pour lui, ne s'écoule pas de la même façon, puisque pour lui, si le temps s'était écoulé de la même façon, il aurait dû être désintégré beaucoup plus. Les muons, la population de muons aurait dû être divisée par plusieurs fois par 2. Or, ce qui s'est passé, c'est que il s'était même pas passé un temps de demi-vie, parce que, comme le muon se déplaçait très vite, il voyait pas le temps se passer de la même façon. Alors en gros, je peux vous donner la formule hein, le lien entre la vitesse, même si bon, c'est un peu compliqué tout ça, mais entre la vitesse et le temps qui s'écoule. Hop, bon, j'aimerais bien qu'il s'efface lui là. Hop, allez. Donc ça, c'est la théorie de la relativité donc restreinte, puisque c'est que avec la vitesse. La relativité générale, c'est aussi, il faut parler de la gravitation, etc. Et donc en fait, hop, je l'ai où? Je me suis mis un post-bête pour pas l'oublier. Donc en fait, on fait donc la durée. Donc on appelle delta t, c'est le temps, c'est la durée. C'est-à-dire c'est le temps mesuré par un chronomètre. En gros, entre un moment où je déclenche le chronomètre et un moment où top départ, les gens sont partis de la course et arrivés. Donc ça c'est une durée. C'est pour ça qu'on met un delta t pour dire différence ici. Ok, ben ça c'est la durée qui est mesurée donc par nous, qui sommes à l'extérieur, qui ne sommes pas les muons, qui subissons la désintégration. Bah, c'est égal à gamma. Donc ça c'est la dilatation du temps fois delta t p, c'est-à-dire le temps propre du muon. Ça c'est le temps que voit se passer le muon. Et donc du coup, ce gamma, la dilatation du temps, elle est liée à la vitesse par la relation 1 sur... Alors c'est une grosse formule, paniquez pas, c'est pas si compliqué que ça. 1 moins v au carré. Alors ça, le carré, ça c'est au carré. Hop, je vais réussir. Sur c au carré. Donc cette vitesse-là, c'est la vitesse de l'objet, donc nos muons. Et ça, c'est la vitesse, la célérité de la lumière. Donc, tout objet, aucune particule ne peut aller plus vite que la lumière. Et même les particules avec une masse, on n'a jamais réussi à faire ou à observer une particule qui serait aussi rapide que la lumière.
Donc du coup, ça, votre vitesse là, elle va être un peu plus petite que c. Alors, mais bah, moi, par exemple, je vais pas très vite du tout, puisque là, je ne bouge pas. Mais il y a des particules qui peuvent aller pas loin de la vitesse de la lumière. Donc en gros, vos muons, comme ils vont très très vite, ils sont pas loin de c. Du coup, ça c'est quand même assez proche de 1. Plus petit, mais c'est assez proche de 1. Donc ça veut dire que 1 moins quelque chose plus petit que 1, ça, vous allez avoir ici quelque chose qui est plus petit que 1, même qui est très très petit. Et si vous faites 1 divisé par quelque chose qui est très très petit, vous obtenez un truc qui est très grand. Par exemple, ceux qui ne me croient pas, calculatrice c'est facile, hop. Alors lui, je sais pas pourquoi il est forcément devant. Si vous faites... voilà, j'arrive. 1 divisé par 10, 1 divisé par 1, ça fait 1. 1 divisé par 0,001, ça c'est quelque chose de très très petit, bah vous obtenez quelque chose de très grand. Ok. Et donc du coup, plus c'est petit, ce par quoi vous allez diviser, plus ça va être grand. Donc plus votre dilatation du temps va être importante. Et donc c'est pour ça que en fait, vos muons ici là, ils ont un temps qui était... Nous, ce qu'on mesure là, c'est le temps mesuré. C'est-à-dire les 6,5 microsecondes que ça mettait à faire la descente là. Ça, c'est 6,5 microsecondes. Ça, c'est le temps qu'on mesure nous avec notre chronomètre. C'est le temps mesuré. Donc ça inclut le temps propre, le temps vu par les muons, fois la dilatation du temps. Donc ça veut dire que ce gros truc là qui va être un chiffre important. Et donc en fait ce qui se passe c'est que du coup là, ici ça c'est un temps qui va être inférieur du coup au temps de demi-vie. Ah non je l'ai perdu. Fudge. Alors, on refait la manip, tac tac tac. 2 secondes, ça revient. Hop, il se connecte pas là? Hop. Ah non. Voilà. Alors j'en étais où? Du coup, ce temps-là, il est inférieur au temps de demi-vie. Hop, il n'est pas très bien fait ce demi. Et donc c'est pour ça que les muons, eux, ils voient pas se passer 6,5 microsecondes, ils voient qu'il se passe beaucoup moins que ça en fait. Il se passait, je sais plus exactement, mais peut-être 1 microseconde au lieu de 1,5, et donc du coup on n'était pas du tout à la moitié au temps de demi-vie. Et donc ça c'était une des premières preuves qu'on avait qui était expérimentale, mais qui n'était pas une mesure directe de la relativité. Alors qu'avec l'horloge, je trouve que c'est plus parlant parce que c'est vraiment, mais c'est un truc qui mesure vraiment le temps et qu'on met en situation où le temps évolue différemment. Et donc c'est assez, je trouve ça assez impressionnant. Alors, dans le désordre, ouais, dans le désordre. Un truc qui est rigolo, je sais pas si vous avez suivi, je vous ai dit qu'il n'y a rien aucune particule, c'est impossible selon la théorie de la relativité, qu'une particule aille plus vite que la lumière. C'est impossible. Puisque la lumière elle va à cette vitesse-là, pas parce que c'est la vitesse de la lumière, mais en fait parce que c'est une vitesse limite où rien ne peut aller plus vite. Et comme la lumière, ça va au plus vite possible, du coup, ça va à cette vitesse-là. Et en 2011, des chercheurs très sérieux du CERN ont fait voyager des neutrinos depuis la Suisse jusqu'à, je sais plus, c'était en Italie, peut-être Milan, je sais plus exactement, donc à travers la Terre, parce que le neutrino, ça traverse très facilement la matière. Et donc du coup, ils ont mesuré, et ils l'ont fait plein de fois parce qu'ils ne comprenaient pas, ils ont mesuré une vitesse qui est plus importante que la vitesse de la lumière. Ce qui était, alors peut-être que certains s'en rappellent pas parce que ils étaient un peu jeunes à l'époque, mais en vrai, c'était ça a fait la une de tous les journaux, c'est-à-dire que c'est vraiment un des fondamentaux de la science physique de nos jours qui était invalidé, c'est-à-dire que la théorie de la relativité stipule que c'est pas possible en fait. Donc ça remet en question toute la théorie de la relativité si vous trouvez quelque chose qui va plus vite que la lumière. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au bout de... Et alors, ils ont publié ça en septembre 2011, ça faisait déjà 6, 8,
peut-être pas loin d'1 an qu'ils avaient ce résultat-là. Ils l'avaient pas publié encore, parce qu'ils ont vérifié, ils ont refait les trucs. Parce que, bon, les mecs, quand vous êtes un scientifique et que vous voulez publier quelque chose, et que c'est aussi bizarre que ça, et en même temps, vous êtes obligé de vérifier, survérifier, revérifier, contre-vérifier tout ce que vous avez fait pour être sûr que c'est du béton. Et quand ils l'ont publié, même ils étaient même à même de dire, on vous publie tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a sur le truc, et on vous demande, s'il vous plaît, trouvez où est-ce qu'on a fait une erreur. Dites-nous où est-ce qu'on a fait une erreur, si on a fait une erreur. Parce qu'on est tout à fait capable de convenir du fait qu'on a eu un problème et qu'on a un truc qu'on n'a pas vu, on a la tête dans le guidon et on n'arrive pas à voir qu'est-ce qui va pas. Et ça ne nous dérangera absolument pas que quelqu'un nous dise, ah ben voilà, en fait il y avait ça qui allait pas. Et donc très très honnête, ils n'étaient pas du tout dans la recherche de dire, ouais, on a fait un truc super et tout. D'abord, c'était bon, ce résultat-là, il est complètement ahurissant, donc on a vérifié comme on a pu, on a trouvé absolument aucun truc qui invalidait ce résultat qu'on a, et donc on a ces particules-là qui vont plus vite que la lumière. Et ça a pris quelques mois, quasiment, ouais, 6 mois, un truc comme ça, et en fait ils ont trouvé que le problème venait de la mesure du temps. Donc on n'y a rien, mesure du temps. Le problème venait de la mesure du temps où, en fait, les horloges de départ et d'arrivée, donc pour mesurer, il y en a une qui était au CERN en Suisse et l'autre qui était en Italie. Et donc, elles s'étaient synchronisées à l'aide de fibres optiques qui étaient reliées à des GPS, etc. Et il y avait une mauvaise connexion qui faisait qu'il y avait un décalage. Alors, un décalage de temps qui était vraiment infime, hein, c'est l'ordre du milliardième de seconde. Hein. Mais ça suffisait à ce que du coup, il y avait une différence et leur neutrino il les trouvait aller plus vite que ça. En fait, c'est juste qu'ils mesuraient mal le temps. Et donc, en 2012, on a trouvé ça, et donc tout allait bien, en fait. La théorie de la relativité était encore valable. On n'a pas fait d'expérience qui la remettait en question. Mais alors, du coup, je vous ai dit que quand on va vite, on va avec un temps qui est plus court. C'est-à-dire que notre temps va évolue plus lentement, entre guillemets. C'est-à-dire que le temps passe moins vite. Vous vous rappelez l'horloge qui était restée sur Terre, si elle avait eu 10 secondes, l'horloge qui était embarquée dans l'avion de chasse et qui est revenue, elle avait eu un temps qui s'était passé de moins de 10 secondes, de un peu moins. Mais donc du coup, il y a cette expérience de penser qu'on appelle ça le paradoxe des jumeaux de Langevin, où si, alors je vais refaire je vais regommer là, hop, je vais regommer là. Si on prend deux jumeaux, hop, donc deux jumeaux, ils devraient, et on suppose que c'est des vrais jumeaux déjà, et qui voient le temps, ils vont évoluer de la même façon si on leur laisse le même temps en fait. C'est pour ça qu'on fait ça avec des jumeaux. Donc si vous prenez deux jumeaux, ils partent de la Terre. Hop, un jumeau A, un jumeau B. Donc lui on va l'appeler A, et lui on va l'appeler B. Donc disons que A reste sur Terre, et B, il va dans l'espace, dans un vaisseau spatial. Il va dans un vaisseau spatial, il va très très vite. Il va très très vite, il va à une planète, et puis il revient. En revenant, il va très très vite. Et du coup, comme il est allé proche de la vitesse de la lumière, il a subi la dilatation du temps. Et donc, il revient, le temps a avancé moins vite pour lui. Donc, il est plus jeune que A. Ça, jusqu'à là, vous me suivez. Donc ça, c'est le truc le plus logique. Sauf que, si vous mettez dans la perspective de B, ça c'est la relativité du mouvement, dans le sens, le mouvement dépend du référentiel. Si vous êtes dans un train, et qu'il y a un train à côté, au tout début, c'est très difficile de savoir si c'est votre train qui part, dans un sens, ou si c'est le train qui va dans l'autre sens, en fait. Parce que vous savez juste que il y a un train qui est en mouvement par rapport à l'autre, mais vous voyez pas le sol, donc vous savez pas si c'est le sol. Donc il faut se retourner de l'autre côté et voir est-ce que le quai bouge ou pas. Donc du coup là, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas? C'est-à-dire que pour le jumeau B là, c'est A qui se déplace en fait. Si vous regardez, lui parce que là, la planète en fait elle est pas fixe dans l'espace, etc.
Du coup, pour lui, c'est comme si A avait fait le trajet inverse. C'est comme si A il s'était déplacé par là et qu'il était revenu. Mais du coup, si c'est A qui s'est déplacé très très vite, bah il devrait être celui qui est le plus jeune, et lui, il devrait être celui qui est le plus vieux quand ils se rencontrent. Donc ça, c'est le paradoxe des jumeaux. Bah, du coup, si on se place du point de vue de A, c'est B qui est le plus jeune. Si on se place du point de vue de B, c'est A qui est le plus jeune. Du coup, qu'est-ce qui se passe en fait? Et ça, c'est la limite de la relativité restreinte. Et il faut parler de la relativité générale en fait. Parce que la relativité générale, elle tient compte de l'accélération en fait. Ce qui change entre A et B, c'est que A, lui, il subit pas une accélération énorme. B, pour qu'il ait une vitesse très très proche de la vitesse de la lumière ici, il va accélérer. Il accélère très très fort. Et puis quand il fait demi-tour, là, il décélère très très fort pour réaccélérer très très fort. Et là, il redécélère très très fort. Du coup, lui, il a subi des forces importantes. Et donc, du coup, des accélérations importantes. Et donc, c'est ça qui change et qui fait qu'en fait, effectivement, ce sera B qui, lui, va être le jumeau jeune qui va avoir vu le temps se dilater, donc avoir vu les secondes. Pour lui, une seconde, c'est une seconde en fait. Hein. Pour lui, une seconde, c'est une seconde. C'est juste que pendant que lui, il pense qu'une seconde s'est passée, dans le reste de l'univers, il s'est passé 10 secondes par exemple. Un truc comme ça. Et après, c'est le même principe pour comme dans Interstellar, vous savez, la planète ultramassique, où du coup le temps, ils disent que, je sais plus, en une heure, c'est 7 ans qui s'est passé, ou je sais plus combien, ou un an, enfin je sais plus. Et qui du coup fait que le père, quand il revient, il est beaucoup plus jeune que la fille, là. Et donc ils sont sur la planète, c'est au bord d'un trou noir, ou je sais pas, enfin, dans un endroit où il y a une masse énorme. Je crois que c'est au bord du trou noir, ouais. Et donc du coup, la masse énorme, ça veut dire une gravité énorme, donc ça veut dire une accélération énorme aussi. Et donc c'est le même principe. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail plus de la relativité générale, mais c'est le même principe de... euh, du coup, on dit que l'objet très massique, les planètes, pas beaucoup, c'est pas assez massique une planète, mais un petit peu, mais plus c'est massique, plus l'effet va être grand, ça déforme l'espace-temps en fait. Ça déforme l'espace-temps parce que du coup, le temps ne s'écoule pas de la même façon à cause de cette gravité qui est importante autour. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce thème sur la mesure du temps. Donc je pense, bon, il n'y a personne qui a de questions. S'il y a des questions, vous me dites, hein, mais je pense pas. Donc voilà, c'est un peu plus court que la dernière fois, mais je pense que c'était sympa. Si jamais vous avez des envies de thèmes, même si vous regardez la vidéo là maintenant, mais que je suis plus en direct, mais que je suis en rediffusion ou quoi, vous pouvez toujours me demander de proposer des thèmes pour les prochaines séances. Envoyez-moi un message sur mon, sur mon Twitch et du coup je vous dirai peut-être que je ferai votre thème si c'est un thème sympa. En vrai, enfin, n'hésitez pas à me proposer des thèmes. Peut-être des fois je vous dirai ouais, en vrai c'est un peu compliqué comme thème, ou sinon bah ça me correspond pas forcément, donc du coup ben je préfère faire des thèmes qui me correspondent. Ça veut pas dire que c'est un mauvais thème, mais juste que ben il y a des choses pour lesquelles je serais plus à l'aise que d'autres. Mais en tout cas, proposez-moi des thèmes, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous avez envie de voir comme science un peu. Et bah sinon, je vous dis ben à la semaine prochaine. Je vais essayer de refaire une émission la semaine prochaine. Après, avec les aléas de la vie, quoi. Mais donc voilà, je vous souhaite une bonne après-midi à tous et à bientôt. Salut!